That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'images. Voilà. Est-ce que c'est bien présenté déjà? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça, Monsieur Jacques Coda? On va parler d'images. Est-ce que déjà, on pourrait dire ça comme ça? On peut le dire comme ça, mais je peux également vous citer Borges qui dit que l'image n'existe pas, c'est une des modalités du temps. Bon, c'est parce qu'on va parler d'image, mais à travers quand même un bouquin, hein, qui effectivement, dont les sources d'inspiration sont des images, tantôt des images de la peinture et tantôt des images du cinéma, puisque j'ai marié ces deux sources d'inspiration pour créer une troisième image, qui est plutôt donc une modalité du temps, pour reprendre l'expression de Borges. L'image aussi, excusez-moi pour les citations, ça fait un peu pédant. Lacan a dit que c'était à la fois, une image, c'était à la fois la vessie et la lanterne, c'est ça. C'est-à-dire que c'est à la fois quelque chose d'oculaire et d'imaginaire. Voilà. Mais on peut parler d'image, effectivement, je vous suis sur ce chemin. Alors, je suis un très très mauvais journaliste et animateur parce que commencer une émission de la sorte, c'est juste impossible, il faut jamais faire ça. Mais pourquoi j'ai fait cela? Pourquoi je n'ai pas tout de suite présenté mon invité? Parce que en lisant donc effectivement ce livre qui s'appelle Caméra Gréco et autres textes, édité chez Marest Éditeur, et j'ouvre une petite parenthèse, je salue Pierre Julien pour nous avoir aidé à concevoir cette émission, un salut affectueusement en tout cas, et Dieu sait que Marest Éditeur, depuis quelque temps, nous propose de belles pistes analytiques et de réflexion, et surtout des propositions assez incroyables, et avec ce texte, avec ces plusieurs textes, donc signés Jacques Coda, eh bien, effectivement, on est dans le vrai là-dessus. Pourquoi j'ai commencé de cette manière? Parce que quand j'ai ouvert votre livre et j'ai commencé à lire les textes, j'avais cette impression, c'est très particulier ce que je veux dire, mais vu que je suis sensible à l'image depuis tout petit, et j'en ai fait un peu mon métier en tant que critique de cinéma, et j'avais cette impression de vous connaître depuis un certain temps. Et donc, je ne pouvais pas vous dire bonjour, vous vous appelez Jacques Coda. Non, c'est vraiment très familier parce que vous avez une manière comme ça dans ce livre, et on va parler d'intériorité, hein, bien évidemment, du bouquin, c'est que la manière que vous avez de raconter votre histoire, de raconter les histoires, de faire des comparaisons, des connexions, le style que vous utilisez, il y a une confiance incroyable auprès des lecteurs et lectrices. Ça veut dire que vous ne les prenez pas par la main, vous leur proposez une manière de voir, une manière d'écrire, peindre-écrire, comme vous dites, et vous ne les prenez jamais de haut, vous ne nous prenez jamais de haut. En gros, ça veut dire que il n'y a pas de lexique, il n'y a pas de dictionnaire dans ce livre, il n'y a pas de savoir, enfin, de mode d'emploi. Non, vous avez un style. Il faut vous suivre, il faut vous accompagner. Et si on prend le temps, nous, de vous accompagner comme on peut prendre le temps de regarder une image, eh ben, ça fonctionne. Et c'est pour ça que j'avais envie de commencer d'emblée de cette manière. Après, je peux dire aussi que vous êtes aussi et surtout réalisateur de documentaires, plasticien, écrivain, peintre, etc., etc. Et voilà. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette approche un peu particulière, certes, je vous l'avoue, mais c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti quand j'ai terminé les 96 pages du livre. Ce que vous me dites me fait penser au mail que j'ai reçu ce matin d'un confrère, Christophe Hainaut, écrivain, qui a lu le livre, qui m'a dit « J'ai été lu par ton livre ». C'est-à-dire que c'est en gros ce que vous me dites, quoi. Il est rentré tout de suite dans ce texte, et c'est le livre l'a lu comme une caméra l'aurait filmé, par exemple, hein. Il est rentré dedans, et je l'ai pris par la main, et c'est exactement ce que vous venez de dire. Voilà, effectivement, je fais, souvent référence à un tas d'écrits, de tableaux, de choses comme ça. Il n'y a pas de notes en bas de page, donc je fais confiance à mon lecteur et à sa curiosité et à son savoir et à sa connaissance et à sa sagacité. C'est un livre positif. Voilà. Mais j'ai envie de vous dire, j'ai l'outrecuidance de vous dire que vous êtes un peu fou quand même, voire même un peu foufou même, parce que vous continuez encore à en croire à la curiosité des uns et des autres, chose que je partage avec vous, hein, entièrement, pleinement, mais je vais être un petit peu élitiste. Je vais être faussement élitiste pendant quelques secondes. La curiosité,
tellement particulier aujourd'hui que on a tendance à appliquer énormément cette phrase qui veut rien dire, à savoir que la curiosité est un vilain défaut. Au contraire, la curiosité, c'est une qualité. C'est une grosse qualité, la curiosité. Et donc, je trouve ça incroyable que cette curiosité, vous l'appliquez. Dès le début, hein, la curiosité de l'enfant, c'est formateur. Hein. Il va rentrer dans du graveleux tout de suite. Je réserve ça pour plus tard. Mais bon, ça s'intéresse à ce qui se passe dans la chambre à coucher des parents, par exemple, et autres. La curiosité, elle est là, et c'est formateur, je répète. Voilà. Et bon, c'est un peu ce que je demande à mon lecteur, de rentrer dans ma chambre à coucher. Ah oui. Voilà, c'est ça. Oui. Mais en toute innocence, parce que vous l'avez souligné, je suis un peu foufou, un peu innocent, un peu naïf. Donc, voilà. Alors, je préfère, évidemment, si c'est une jeune femme qui rentre dans ma chambre à coucher. Alors, oui, parce que j'ai le choix, voilà. Mais bon, j'accepte tout le monde. Voilà. Oui, mais parce que en fait de cela, c'est parce que vous dites cela parce qu'effectivement dans ces textes, la particularité de ces textes, il y a un questionnement, comment dire, d'une manière très classique au sens élégant du terme. Pour moi, le classicisme, c'est d'élégance, mais de parler, d'essayer de comprendre un peu, de cerner, de solliciter aussi d'autres mots, d'autres phrases de confrères, consoeurs, sur ce qu'on appelle la représentation picturale ou cinématographique du sexe. Et c'est vrai que dès les débuts, dès les premières phrases, on comprend parfaitement là où vous voulez aller. Je vais vous poser une petite question très lambda, très basique. Les différents textes qui sont dans ce livre, dans ce recueil, proviennent du même média, ou enfin du même titre, ou de plusieurs périodiques, plusieurs titres? Alors, les deux premiers textes où je suis dans mon atelier, c'est-à-dire là où je suis en ce moment, là, qui s'appelle Peindre le vent et Portrait, parce que là, je ne parle très peu de cinéma dans les deux premiers textes. C'est un peu une espèce d'introduction qui passe par des photos que je reçois d'une jeune femme qui m'envoie des photos de son sexe. Hein, voilà. Et ça démarre un peu comme ça. Alors, ces deux premiers textes ont été écrits avant les autres qui ont été écrits à la même époque, c'est-à-dire il y a très peu de temps, juste avant que je les envoie à Marest, c'est-à-dire il y a à peu près 6 mois, dans ces eaux-là. Les autres dates, d'ailleurs, c'est spécifié, je crois, à la fin du volume, où il est dit qu'ils ont déjà paru dans les cahiers de Timba de 8 et 9. Voilà. C'est ça, exactement. C'est en page, c'est dans la dernière page que vous dites ça. Dernière page, voilà. Donc les deux premiers textes sont d'une Peindre le vent et Portrait. C'est Peindre le vent et Portrait. Voilà, d'une époque plus ancienne. Mais je trouvais que c'était bien de commencer par l'atelier, parce qu'il y a une espèce de structure, malgré ça peut paraître un peu décousu. C'est décousu puisque c'est une forme discontinue. Hein. Il y a une espèce de structure avec un sous-marin que je voulais vous montrer d'ailleurs. Le sous-marin, je vais vous montrer à l'image, c'est cette dame. Alors permettez-moi, je vais vous mettre en gros plan pour qu'on voit plus précisément. Voilà. Donc ça donne ça à peu près. Voilà. Ah oui. Voilà. Alors c'est cette dame qui est là. C'est un tableau attribué à Raphaël. On va la voir encore là. Alors attendez. Voilà, c'est ça qui compte. C'est qu'elle est morcelée comme Raphaël l'a peinte. Alors c'est la Fornarina. Hein, ça s'appelle la Fornarina. C'était sa maîtresse. C'était une femme de petite vertu qu'il a connue sur la fin de sa vie, parce qu'on présume que Raphaël est mort d'épuisement sexuel, hein, peut-être avec cette dame, sans doute même. Et donc, il l'a peinte avec une voracité, morceau par morceau. D'ailleurs, les experts se sont interrogés à savoir, parce que maintenant, on peut, comme avec moi, on peut rentrer sous les draps de la peinture, hein, avec un tas de machines qui vont sous la peinture, regarder. Et donc, on a vu effectivement que ça pouvait être de différentes mains, mais non, vous savez, bon, après, on a attribué ce tableau à Jules Romain, qui est un autre peintre de l'époque. Et puis, certains sont certains que l'ensemble est de Raphaël. D'ailleurs, la dame porte sur un bracelet le nom de Raphaël. Et elle a été peinte avec surtout le moteur de ce tableau, c'est le désir. Et c'est exactement ce moteur-là qui a conduit mon bouquin, avec cet effet discontinu c'est un tableau qui déboîte un peu, qui est discontinu, le tableau de Raphaël, exactement comme
mon bouquin a une forme discontinue tout en étant continu, puisqu'il est mu par le désir essentiellement, qui court sur du début, peindre le vent, donc cette histoire de femme qui m'envoie des photos de son sexe. Ensuite, bon, je me regarde un peu dans le miroir, hein, nous sommes dans l'image, et j'attaque avec le Gréco et son mariage avec Hitchcock, qui donne le titre donc au bouquin Caméra Gréco, qui fait écho à Caméra Stylo d'Alexandre Astruc. Alexandre Astruc, qui était, pour celles et ceux qui ne savent pas, on va dire un oncle de la nouvelle vague. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, une espèce d'oncle, figure tutélaire de la nouvelle vague. Ouais. C'est ça. La Caméra Stylo, ça signifiait le cinéma est autonome, quoi. Hein. Sortons. Bon, là, je remets le cinéma un peu dans l'histoire avec la peinture, pardon. Mais bon, ça n'empêche que le cinéma, effectivement, est un art complètement autonome. D'ailleurs, c'est le cinéma avec la peinture plus que et la peinture dans mon cheminement, je pense, dans ce bouquin. Ils sont avec plutôt que et. C'est plutôt un avec qu'un et. Voilà. C'est génialissime ce que vous dites, parce que quand on parle, par exemple, des documentaires et donc des films documentaires, et souvent on essaie de comprendre la différence entre un reportage et un documentaire, à part effectivement que le reportage est fait pour la télévision et que le documentaire est fait à la base c'est une réflexion cinématographique qui peut à un moment être diffusée à la télévision, certes, mais la grosse différence entre ces deux aspects, c'est que le reportage n'est jamais avec celles et ceux qui le filment, alors que le documentaire est avec celles et ceux qui filment. Et c'est ça, c'est le avec. Et je trouve ça intéressant d'utiliser le mot avec. C'est ça, c'est exactement c'est exactement mon propos, tout à fait. Exactement. Vous parliez pour les deux premiers textes, il y a quelques extraits que je vais me permettre de lire si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Mais juste avant cela, comment on fait pour ne pas trop sombrer dans une forte émotion quand on essaye de parler de vous, mais aussi de ce rapport à la peinture, de la représentation picturale du sexe? Ça parle énormément de subjectivité, c'est comme vous dites, c'est la caméra stylo aussi. Comment on fait pour ne pas trop sombrer dans l'émotion facile et en même temps ne pas trop essayer d'avoir une espèce de juste milieu entre la réflexion qui est très importante mais aussi l'émotion? Parce que quand on lit les textes, on a cette impression que vous nous jetez comme ça des bribes d'émotion mêlées à de la réflexion, et c'est quelque chose d'instantanéité, et c'est ça qui, je trouve, fait que ça reste toujours intemporel et que ça ne date pas. Comment jongler avec ce genre de structure? Je vous pose cette question de manière structurelle parce que je sais que le style pour vous est très 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 important. Alors, comment jongler? Depuis longtemps, j'ai adopté ce que Auguste Renoir, d'ailleurs Auguste et Jean Renoir, là on est encore avec la peinture et avec le cinéma, puisque dans la famille Renoir, il y a eu deux artistes, un cinéaste et un peintre, comme vous le savez. Auguste Renoir avait une théorie qui est la théorie du bouchon. C'est-à-dire qu'il faut se laisser aller à suivre comme un bouchon sur l'onde, sur un fleuve. Il faut se laisser aller à être soi-même. Voilà. Là, je rejoins Socrate. Connais-toi toi-même. Et c'est là ma jonglerie. C'est je suis fidèle à moi-même. Et donc je suis embarqué sur mon désir. Hein, c'est ma petite barque de Dante. Là, je rame sur mon Styx. Et je me laisse porter. Ouais, mais le Styx, faut faire attention quand même au Styx. Oui. D'ailleurs, je dis, si vous vous souvenez, au début de Caméra Gréco, que je suis mort. Oui, alors ça, j'ai pas compris. Enfin, j'ai pas compris. Là, c'est une coquetterie et pas une coquetterie. Je fais écho à une phrase de Baudelaire qui dit qu'il veut représenter les choses telles qu'elles sont en supposant qu'ils n'existent pas. C'est-à-dire, c'est à peu près ce que dit André Bazin aussi. Il dit que la photographie, c'est le premier art où la présence humaine n'est plus, où c'est l'absence. C'est ça. C'est ce que je veux signifier. Nous, on rentre dans le cinéma on était dans l'atelier, hein, les deux premiers chapitres, et ensuite on passe à autre chose. Là, je suis mort. C'est de la phénoménologie. On laisse, là encore, on laisse les choses se dérouler, on les observe, on les regarde. Voilà. Est-ce qu'il y a un rapport aussi très flaubertien quand il dit la fameuse phrase c'est moi et ma Bovary? Est-ce qu'il y a aussi ce rapport-là très fort? Bien sûr. Oui. Alors écoutez, je vais vous lire un extrait, c'est deux extraits. Donc c'est dans le premier texte, hein, c'est Peindre le vent.
Et alors, voilà. Donc, page 17, c'est une phrase où vous dites peindre, c'est donner au regard le trou que fait la peinture dans le réel, que l'image a pris pour modèle et à qui elle se substitue. Il y a ça. Et attendez, je vais vous expliquer pourquoi il y a ça. Et puis, il y en a une autre où c'est un extrait un peu plus long. Et là, ça fait partie du deuxième texte qui s'appelle Portrait. Et là, vous dites, page 23, c'est un peu plus long, mais comme ça reste toujours très beau. J'ouvre une parenthèse en forme d'élargissement. Je me représente à vous, lecteur, sur fond de velours alto-basso, en italique, orné d'un motif de couronne surmonté d'une fleur de Tarbes, du noir, du blanc et du tanné, figuré par l'or du grand vaisseau annoncé plus haut par Rimbaud. Lac du fond, rouge, et mur du fond, vide. Il est à l'origine de l'écrire, du peindre, du dessiner, verbe auquel Derrida, Jacques Derrida, associe signer, désigner et enseigner. Je retiens les deux premiers qui sont du jeu et du signe. En revanche, je rature l'enseigner pour le saigner. Palimpseste, théologie négative, nec de neg, entendre, négation de la négation, lac du fond, tuer, rouge. Tracer une ligne droite sur le baiser de Rodin vu d'un viseur du champ. Alors, pourquoi ces deux parties que je trouve assez incroyables? C'est pas une question, mais j'avais cette impression que on dit souvent, on essaie de tuer une figure paternelle ou tutélaire pour pouvoir avancer. J'avais l'impression que vous êtes en train de malmener votre propre auteur-portrait. Vous-même, vous le malmenez. On peut dire que toute la peinture est malmenée. La peinture occidentale repose essentiellement sur un crime. C'est pour ça que je parle de crime, hein, c'est cela. Hein. Tuer rouge, hein, c'est ça. Hein. Tuer rouge, oui. Tuer rouge. Je vais faire un peu d'histoire. Si, allez-y, je vous en prie, allez-y. Bon, Thomas d'Aquin, donc philosophe, a réfléchi sur ce qu'on appelle la transsubstantiation, c'est-à-dire sur l'Eucharistie. Sa réflexion a donné un bon coup de pied au cul à la peinture qui était coincée dans des problèmes de représentation. Qu'est-ce qui est arrivé à ce brave Thomas d'Aquin? Il a surtout, auparavant, la philosophie de l'Occident n'avait accès qu'au texte de Platon et pas à ceux d'Aristote. Aristote a pensé l'être et le non-être. Et quand c'est tombé dans les mains de Thomas d'Aquin, il a pu affirmer sans que tout le monde s'effraie, ou beaucoup se sont effrayés de cette affirmation, que dans l'hostie, la présence du Christ est réelle. C'est-à-dire que le Christ y est et n'y est pas en même temps. L'être et le non-être dans l'hostie. Parce qu'il faut distinguer et la substance, pardonnez-moi, j'en bafouille, et les attributs. Ce sont deux choses qui sont. C'est pas les attributs. C'est pas les attributs, ouais. Non, les pinceaux, les espèces, pardon. Et ça ouvre la fenêtre à la représentation. Et la représentation, essentiellement, au début, ça a été une représentation du Christ sur la croix, c'est-à-dire un mec cloué, torturé, c'est un crime, le crime premier, c'est le crime premier qui a donné cette ossature à la peinture occidentale. D'ailleurs, les protestants qui renient la présence, qui nient la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, qui la trouvent symbolique, ont plus ou moins comment dire, ils sont devenus iconophobes. Ils ont plutôt joué la carte musique avec Bach et d'autres compositeurs. Ils ont dit que la peinture c'est un peu arrêté en Allemagne et dans d'autres pays protestants. En revanche, dans les pays catholiques, c'est devenu une force de frappe. C'est devenu quelque chose même de pédagogique. Avec la contre-réforme, par exemple, nous sommes, et les maniéristes ou les baroques, là, nous sommes dans de la communication, c'est devenu une forme du langage. Alors, je ne sais pas si ça répond, je me suis un peu peut-être perdu dans les méandres. Non, c'était parce que en fait, ça répond à votre question. Ça répond à ce que j'appelle tuer rouge. Bon, au crime premier, par rapport à votre citation, à votre lecture. Peindre, c'est donner au regard le trou que fait la peinture dans le réel. Parce que oui, la peinture fait un trou dans le réel.
La peinture, peindre, c'est peindre ce trou, en fin de compte, c'est peindre le trou ou l'invisible. C'est ça la peinture. C'est donner une figure. Ouais. Le cinéma, c'est aussi cela. Ça rejoint aussi cela, le cinéma. Mais est-ce que ça rejoint, est-ce que ça devrait être aussi un peu toutes les figures artistiques, même la littérature, par exemple? Oui, bien sûr. Et la littérature, oui. Et la littérature, quand j'écris, j'ai l'impression d'écrire depuis le royaume des morts. Hein. C'est ce que je dis dans mon introduction à Gréco aussi. Hein. Il y a ça, ouais. Il y a cette espèce de façon de ne pas y être tout en y étant. Voilà. C'est ça, oui. D'être visible. C'est ça la visibilité. C'est en fin de compte, c'est rendre invisible le visible et vice versa, quoi. C'est ça. Et la littérature sert à ça, la peinture aussi, le cinéma aussi, la photographie aussi. Effectivement. Un cinéaste disait que lorsqu'on fait un film, quel que soit le genre du film, quelle que soit l'histoire, on rend hommage au cinéma. Mais hommage, pas dans le sens pompeux, officiel du terme. Si tant est, il y a plusieurs sens, je sais pas. Mais c'est comme si faire un film de cinéma, c'est une manière de dire merci au cinéma, en quelque sorte. Et après, on raconte une histoire qui est différente des autres, etc., etc. Quand je vous lis, j'ai cette impression aussi, il y a beaucoup de... C'est pas des citations du name dropping, c'est plutôt... C'est comme si c'était des compagnons de route et vous avez besoin que ces compagnons soient avec vous, mais constamment. Et vous vous excusez au début de cet entretien de faire de la citation. Je ne trouve pas qu'il y ait des citations maintenant. Enfin, il y a des extraits, certes, oui, mais j'ai vraiment pris ça comme des compagnons, des amis de longue date, ou peut-être même des amis qui ne sont plus des amis, peut-être, c'est possible. On peut parfois revenir sur quelqu'un qu'on a aimé très longuement et puis se dire non, finalement, il n'a rien compris et je passe à autre chose. Mais j'ai l'impression que alors, je suis désolé, j'ai pas lu vos précédents ouvrages, je n'ai lu que celui-ci. Je ne sais pas si vous faites cela aussi dans les autres ouvrages, mais j'aime beaucoup cet aspect-là d'être avec des compagnons à vous et de faire un petit bout de route. Tout à fait exact ce que vous dites. Oui, c'est ça, ce sont des compagnons de route. Et c'est peut-être le premier ouvrage où d'ailleurs c'est aussi patent que ce que j'ai écrit auparavant, c'est beaucoup de la fiction, du roman. J'ai écrit un manifeste qui avait également un peu cette forme, avec avec ces mêmes compagnons de route, plus ou moins. Et c'est ça, ce sont des gens qui m'accompagnent depuis... là, Georges Bataille me vient tout de suite et son histoire de l'œil, hein, c'est des gens qui m'accompagnent depuis mon adolescence. Donc j'ai plus de 60 ans, c'est une longue marche. C'est une longue marche avec ces gens-là. Donc effectivement, il est pour moi quasiment naturel qu'il soit là couché sur le papier avec moi, ouais. C'est tout à fait vrai ce que vous dites. L'histoire de l'œil, ça commence. Simone trempe son cul dans une assiette. Hein. On est encore dans la voracité de Raphaël dont je parlais au début. Et dans l'histoire de l'œil aussi, il y a l'Espagne qui est évoquée avec moi, c'est Tolède. Les batailles, c'est Madrid et Séville. Et moi, c'est Tolède. Et c'est une ville qui m'a beaucoup, et la peinture du Gréco, bien sûr, hein, Gréco qui est resté dans l'ombre pendant des années, c'est les romantiques, c'est Gautier qui l'a sorti un peu du placard, et ensuite bon ça n'a pas cessé, il y a eu Barès, il y a eu Picasso, il y a eu Manet, même Manet entretient d'ailleurs une correspondance avec un dénommé Astruc déjà à l'époque, Zacharie Astruc. Ouais. Il dit oui, Gréco c'est dément, il a que deux couleurs, en gros il a que deux tons, c'est noir et blanc. Et on est dans Bataille là aussi, parce que Bataille dit la même chose dans l'histoire de l'œil, il y a la pureté et la souillure. On est dans cette dichotomie chez Gréco qui m'a embarqué jusqu'aux oiseaux si, il y a les oiseaux, il y a différents films, parce que je dis que les oiseaux sont la conséquence de psychose. Attendez, on va en parler. Vous allez saper mon truc. J'ai prévu quelque chose. Donc on va en parler. Non, mais ça, j'y avais jamais pensé. Hein. Ça, c'est incroyable d'ailleurs. Ah oui, j'avais jamais pensé. Mais parce qu'il y a toute une histoire. Vous ne parlez pas que de psychose et des oiseaux. Vous parlez de cela parce que vous parlez d'autres choses avant. Mais on va en parler de cela. Non, juste, je me permets encore 2-3 questions sur ces deux textes-là. Juste une petite digression, parce que vous parliez de Bataille, et je voulais savoir, est-ce que vous aviez vu cette libre adaptation de Christophe Honoré, Ma mère, c'était je crois son second film,
Et Emma de Caunes, si je me souviens bien, non? Emma de Caunes, Isabelle Huppert et surtout, surtout Garel, le fils Garel. Le fils Garel. Qu'est-ce que vous en aviez pensé? Parce que j'ai toujours trouvé que c'était compliqué d'adapter Bataille au cinéma. Et qu'est-ce que vous en aviez pensé de ce... C'est un film que j'ai oublié, donc je ne peux pas rien. Une chose qui va être... Je me souviens qu'on aperçoit le sexe d'Emma de Caunes. C'est ce qui m'avait fortement marqué. Décidément, décidément. Donc, voilà ce que je peux en dire. C'est le seul souvenir qui m'en reste. C'est à la fois terrible et merveilleux. Non, mais je trouve que vous êtes dans une... Permettez-moi de vous dire que vous êtes dans une cohérence. Non, une cohérence, dites cohérence parfaite, parce que c'est effectivement dès le début du livre, on parle de cela, du sexe de cette jeune femme que vous ne connaissez pas, mais avec qui vous discutez via Facebook. Absolument. Absolument. Non, je referme la parenthèse. Voilà, c'était pour savoir, avoir votre avis là-dessus. Je les eus et donc il y a aucun souci. Il y a aucun ça. L'écriture pour vous, est-ce que, parce que ça m'intéresse aussi le style, est-ce que c'est un moment très douloureux pour vous? Non. C'est bon. Quand je peins, c'est vrai que ici c'est un peu la maison du jouir. Hein, quand je peins, c'est la maison de Gauguin. C'est comme ça qu'il avait appelé sa cabane. Sa cabane. Mais c'est pas douloureux. Non, c'est pas Flaubert qui arpente, qui gueule. Non. C'est même assez agréable. Non, j'écris facilement et avec bonheur. Ouais. Non, je ne transpire pas sur l'ordinateur. Non, avec la peinture, on oublie son corps, donc il y a une espèce effectivement de vraie jouissance. C'est le corps qui s'exprime, et en même temps, on n'en a pas conscience. C'est plus physique que l'écriture. C'est moins cérébral, la peinture. C'est une question de viande, comme dirait Bacon. C'est de la viande. On est soi-même de la viande et on présente de la viande. Quand on fait de la peinture figurative, j'entends, mais même l'art abstrait, ça reste de la peinture figurative quand c'est bien fait, quand c'est bien foutu. Donc, c'est un peu différent. Oui, mais c'est quand même très particulier ce que vous dites, parce que quand je vous lis, enfin, j'ai cette impression que ça doit être la même chose quand vous peignez, parce que le rapport que vous avez aux mots dans l'écriture, mais aussi donc à la vie, ça doit aussi... Donc, vous laissez beaucoup plus aller quand vous êtes en peinture que lorsque vous êtes à l'écriture. Oui. Si je me laissais aller en écriture, ça serait... J'ai fait un livre où je me suis beaucoup laissé aller. Il a fallu 20 ans pour l'éditer, d'ailleurs. Je m'étais laissé aller. Et donc, il faut, je vais pas appeler ça une maîtrise, mais il faut plus. Oui, il y a une retenue quand même qui a pas, en peinture aussi, hein, vous n'avez pas tort. C'est plutôt la peinture, vous êtes vide. Du moins moi, hein, je suis dans une espèce de jeu. C'est assez zen, quoi, la peinture. L'écriture, c'est plus de l'escrime ou de la boxe. Hemingway, par exemple, il avait, par exemple, quand il écrivait ses dialogues, il les écrivait debout à la machine à écrire, comme s'il était sur un ring. Il y a une espèce. Là, on retrouve en revanche, vous avez raison, parce que là, en le disant, je retrouve une image du peintre qui affronte la toile comme un torero affronte un taureau. D'ailleurs, le rapprochement a été fait avec Eri, Tauromachie, etc. D'autant qu'il y a, en plus, il y a l'image là, il y a la Muleta qui est la Véronique où le Christ aurait, il y aurait l'empreinte du visage du Christ sur la cape, donc sur la Véronique, ce qu'on appelle la Véronique, et en tauromachie pareillement ce qui est devenu la cape rouge dans laquelle le taureau fonce comme un gros bêta. Le pauvre, comme on dit dans le sud. Voilà. Alors, vous étiez en train d'en parler et je vous avais interrompu parce que c'était, voilà, alors il est là et oui, c'est sur le rapport avec Psychose et voilà, et les oiseaux, exactement. Alors j'avais donc oui, il y a ça. Alors ça, je vais le lire plus tard. Par contre, on va tout de suite parler de Psychose et des oiseaux. Il faudrait que je retrouve, c'est dommage. Voilà, je me suis perdu. Alors attendez. Tac. C'est page. Oh là là.
Oui, c'est un peu plus loin que... Parce que j'avais un extrait, page 44, où vous parlez de Greco et Hitchcock, mais ça, je voudrais bien le lire plus tard. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe? Ah, oui, pardon, voilà. C'est beaucoup plus loin, c'est la page 57-58. Ouais, c'est ça. Et donc, on est caméra Greco, et voilà ce que vous écrivez. C'est un peu long, mais c'est pas grave. C'est pas lent, mais c'est un peu long, mais c'est pas un problème parce que vous contextualisez bien la situation. Voilà le tableau. Gonzalo Ruiz, chancelier de Castille, seigneur de la cité d'Orgaz, décédé en 1323, avait accompli des œuvres saintes, aussi mourut-il saintement. Sa dépouille fut portée. Il y a toujours ça aussi. Je suis désolé, je me suis interrompu, mais il faut aussi quand même il faut aussi dire que dans tous les textes, il y a des points d'humour de manière très subtile qui font aussi du bien. Et donc, sa dépouille fut portée jusqu'à l'église de Santo Tomé pour y être ensevelie. Or, étant en son milieu accompagné par tous les nobles de la ville, les clercs, ayant récité l'office des morts, voulurent le transporter jusqu'à sa tombe quand ils virent clairement et nettement descendre du haut des cieux les glorieux saints Étienne et Augustin, dont tous reconnurent l'apparence et les vêtements. Arrivant là où était le corps, ils le portèrent jusqu'à sa sépulture où ils le déposèrent en présence de tous, en disant « Telle est la récompense que reçoit celui qui sert Dieu et ses saints ». Puis ils disparurent en laissant l'église pleine de parfums et d'une odeur céleste. Et en italique, ce sont les chroniques de l'ordre de Saint-Augustin. Un petit peu plus, vous sautez une ligne et vous dites « Avec ce récit auquel il fut fidèle, comme on le lui avait ordonné, le Gréco fit 2 tableaux en un bas et un haut. Donc un en bas et un en haut. Le bas ne rencontra que des louanges et le haut des récriminations. » Et là, c'est très bon. Vous dites « Hitchcock et tout ». Avec Psychose, qui connut le succès, puis avec Les Oiseaux, qui fut un échec, 2 films qui se suivent et qui auraient mérité d'être montés bout à bout comme les 2 pans d'un même tableau. L'échec des Oiseaux a pour cause principale l'incompréhension du spectateur qui n'a pas de mémoire, sans mémoire. Et vous expliquez, mais pourquoi ces oiseaux attaquent-ils sans raison les humains? Et le spectateur mécontent oublie que le killer de Psychose, Norman Bates, tue les oiseaux en pagaille. Nué ou nu, il est guette, folie du voir, par le trou percé dans le mur de son bureau, orné d'une multitude de victimes ailées, tuées, vidées, empaillées, ce qu'on appelle un taxidermiste. Et je vous avouerai que là, les bras m'ont tombé. Je n'avais pas du tout fait le rapprochement, et je trouve ça... c'est une question très abstraite ce que je vais vous poser, mais je ne peux pas ne pas vous la poser parce que je n'ai pas arrêté de l'avoir... Qu'est-ce qui a fait que vous y ayez trouvé cela? Est-ce que c'est ce tableau de Le Gréco qui vous a rappelé ces 2 films ou l'inverse? Non, c'est le Gréco. C'est le Gréco et donc et puis donc le souvenir de Hitchcock, parce que j'ai pas revu les films en plus, je n'ai pas revu ni Les Oiseaux ni Psychose quand j'ai écrit le bouquin. Et je savais que Les Oiseaux donc avaient été un échec, avec la question, mais pourquoi les oiseaux s'attaquent-ils aux hommes? C'est ce qui a fortement heurté les spectateurs et la critique, une espèce d'incompréhension. Et donc, pour moi, la réponse était évidente. Ça, c'est mon génie, évidemment. La réponse est évidente. C'est parce que ces pauvres bêtes avaient été maltraitées par Norman, le psychopathe. Voilà. Voilà. Et puis c'est le tableau du Gréco qui est effectivement en 2 parties. Et en plus il y a un côté, ce sont des oiseaux. Le haut du tableau là, c'est une espèce de meute de corneilles noires. C'est très Hitchcockien. Ils ont ensemble, Gréco et Hitchcock, d'avoir été l'un élevé chez les jésuites, Hitchcock. Et quant au Gréco, il a beaucoup travaillé pour les jésuites. Il a beaucoup travaillé pour l'ordre de Loyola. Il était un peu, même malgré qu'il fut au départ grec, peintre d'icônes, il a beaucoup. Une fois qu'il s'est installé à Tolède, il a été en
plein dedans dans le jésuitisme. J'ai beaucoup lu Loyola aussi à une période de ma vie, des exercices spirituels où il parle du mal, il faut connaître le mal pour faire le bien, quoi. Il faut mettre ses pas dans les pas du mal, etc., etc. C'est des démarches qui sont et propres au Gréco et propres à Hitchcock. Hein. Hitchcock, c'est un peu sa came, le mal, hein, dans ses films. C'est un peu ce qui fait le fil rouge de tous ces films. Il y avait Bruno Dumont récemment qui disait sur une émission dans Cambini, il le disait peut-être d'une manière très naïve, mais je pense que ça se vaut, ce qu'il disait à ce moment-là. En plus de cela, Bruno Dumont, on peut rapprocher certains films de Dumont avec la thématique que vous questionnez dans le livre, à savoir cette représentation picturale du sexe dans l'art. Je pense par exemple à l'humain. Oui, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, oui. Exactement, je partage ça avec vous. Pardonnez-moi, je vous laisse finir. Non, je vous en prie, allez-y, parce que juste pour dire que c'était quelqu'un que j'appréciais. Et je vais même envoyer le livre dont je vous parlais tout à l'heure, comme il est dit, là, que j'ai mis 20 ans à éditer, parce que c'était un livre tellement invraisemblable que je pense que ça devrait, titiller son univers. Voilà. Je referme la parenthèse et je vous écoute. Non, moi j'aimerais bien que cette parenthèse ne soit pas refermée, si vous me le permettez. Là, encore une fois, c'est une curiosité. Quand l'humanité est sortie au cinéma, moi c'était un film qui m'avait assez perturbé et je l'aime encore passionnément, ce film, pour les questions de cinéma qu'il pose. Comment vous en étiez sorti, entre parenthèses, de ce film? Indemne, mais non. Par miracle. Par miracle, vous étiez indemne. Par miracle, indemne. Ça sera ma réponse. Voilà. D'accord. Alors, Dumont disait qu'il avait besoin de voir de la dégueulasserie. Bon, il n'a pas utilisé ce mot-là, de la violence sous toutes ses formes au cinéma, afin que cette violence montrée au cinéma ne prenne pas le pas sur notre réel. Et est-ce que ça, je pensais à cela parce que c'est ce que vous étiez en train de dire au niveau du mal concernant ce que Hitchcock filmait, les dérives le mal ainsi que le Gréco. Est-ce qu'on peut y trouver de cela? Est-ce qu'il y a cet aspect-là aussi qui réunit le Gréco, Hitchcock? C'est-à-dire cette manière de vouloir à tout prix capter quelque chose de l'ordre du mal, voire même de la dégueulasserie, afin que ça prenne pas afin que ça prenne pas le dessus sur le réel, afin que les gens dans le réel ne soient pas dans cette idée-là de faire du mal, quoi. Il le disait de manière très naïve, Dumont, je me souviens, mais c'était... C'est-à-dire montrer le mal pour dissuader de le faire, c'est ça que vous... Exactement, en gros, grossièrement. Oui, bien sûr. Oui. Mais en même temps, il y a des exemples où on dit, je pense qu'il y a un exemple qui me vient tout de suite à l'esprit. C'est pas un film, c'est un bouquin de Boris Vian qui aurait provoqué, je sais plus quel crime. L'image vient de passer comme ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, par moment, c'est l'effet inverse. On accuse assez souvent aussi la littérature ou le cinéma. On dit, par exemple, que les jeux vidéo poussent les mômes à la délinquance ou des choses comme ça, ou le cinéma a une influence terrible c'est plutôt sur des adolescents ou des gens qui sont censés être beaucoup plus malléables que des adultes à voir encore, voilà. Mais sinon, oui, effectivement, c'est montrer le mal a un effet pédagogique, oui, absolument, oui. Alors, page 44, vous écrivez Gréco, Hitchcock, ces deux voyants ont un autre point commun, ils se situent à la charnière de l'ancien et du nouveau, au point de rupture du maniérisme pour le premier qu'il pulvérise pour une manière qui n'appartient qu'à lui, et de l'image-mouvement pour le second qu'il fait glisser vers l'innovante image-temps. Gilles Deleuze écrit « L'image-temps n'est pas au présent, pas plus qu'un des souvenirs. Elle rompt avec la succession empirique et avec la mémoire psychologique pour s'élever à un ordre ou à une série du temps. » Et Vertigo s'élève donc jusqu'à l'objectivation du regard, celui de Scotty qui, lui, est dérobé par lui-même. On revient toujours constamment à la place du spectateur. Oui, ce qui est un peu la place idéale chez Hitchcock. Hein, et dans la place de... Oui. C'est un peu une histoire, comme c'est une histoire de l'œil.
C'est la place de l'œil aussi, hein, c'est la place de l'œil du spectateur, et face à Gréco et face à l'écran de cinéma quand avec Hitchcock, c'est ça, oui, c'est ça, oui. Et effectivement, Gréco a poussé ce qu'on appelait le maniérisme, c'est-à-dire ça veut dire le maniérisme, c'est la belle manière, c'est-à-dire que les peintres à la Renaissance, certains, comme le Tintoret par exemple. Le Tintoret d'ailleurs est un très bon exemple, parce que quand on regarde un tableau du Tintoret, dont je parle un peu plus loin d'ailleurs à propos de Chéreau, je montre un portrait du Tintoret, et quand le Tintoret peint, les tableaux du Tintoret, on a l'impression que dans les tableaux du Tintoret, les nuages et les masses colorées cherchent le mouvement, cherchent le cinéma. C'est très curieux. Cherche le hors-champ, on va dire. Voilà, ils ont envie de se barrer quoi du tableau. Ça se sent terriblement. Et avec le Gréco, le Gréco qui a allongé les formes qu'on a appelé. Bon, le maniérisme, on a parlé de la ligne serpentine. Hein, je cite d'ailleurs cette ligne. Oui, c'est-à-dire avec la torsion des corps, on est sorti de l'harmonie. Les peintres de la Renaissance ont cherché l'harmonie, ils ont montré des corps proches de la ressemblance, du moins, des corps ressemblants, on va dire. Hein. Tandis qu'avec le maniérisme et le baroque, ensuite, on est rentré dans la torsade. On a montré la façon de montrer plus que le corps ressemblant, voyez-vous. Et il y a ça évidemment chez le Gréco qui pousse ça jusqu'à l'incandescence. Et puis il y a ça aussi chez Hitchcock où en plus il y a un effet de montage, il y a mille choses qui font que ça bascule dans moi j'appelle ça un cinéma quasiment baroque quoi, ou maniériste. Vous pensez qu'Hitchcock a vu du Gréco ? Je pense, parce qu'il avait un goût profond pour Buñuel, par exemple, qui est espagnol. Et il y a un lien, oui, je pense qu'Hitchcock a vu du Gréco, ouais, je pense. Ouais. Je fais le lien là avec Buñuel, et puis Tolède. D'ailleurs, il y a un film, il y a le film dont je parle plus loin. Le peintre dont il est question dans le film de Buñuel habite, ça se passe à Tolède, hein, si je me souviens bien. Je perds un peu la mémoire, donc, et puis je ne sais plus ce que j'ai écrit moi-même. Donc, je ne devrais pas me lancer comme ça dans des trucs. Voilà, là je le dis, voilà, j'ai toujours regardé la peinture comme l'expression d'une digestion. Mon atelier ressemble à une cuisine, il ressemble aussi à celui de Horacio Diaz, le peintre amant de Tristana, dont le film éponyme de Buñuel est tourné à Tolède. Voilà, et c'était un des films préférés d'Hitchcock. Donc Tolède, c'est le Gréco, quoi. Moi, vous connaissez, vous êtes allé à Tolède? Non, malheureusement, non. C'est assez drôle parce qu'en plus, vous trouvez les mêmes tableaux du Gréco un peu partout. Il y a des faux énormément dans toutes les églises. C'est-à-dire, vous voyez, je ne sais pas, le comte d'Orgas. Bon, peut-être pas celui-ci, mais vous le voyez un peu partout. Il y a beaucoup de faux. Du moins, quand j'y suis allé il y a très longtemps. Donc, il y avait beaucoup de copies, ce qu'on appelle des copies. C'est pas le faux est une expression un peu forte. Il y a beaucoup de copies, oui, effectivement, c'est assez drôle. Donc, on est dans une ambiance grécienne, grécoïenne. Grécoïenne. Alors, je rappelle quand même que ce recueil de textes, c'est Camera Gréco et autres textes, et c'est édité chez Marest Éditeur. Vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo un lien qui renvoie directement à la page dédiée à ce livre, si vous voulez vous le procurer, et je vous y invite. On peut pas tout dire, on peut pas tout parler de tout malheureusement, mais juste une dernière question. Oui. Sur l'un des titres de votre recueil, donc Camera Gréco. Pourquoi caméra, enfin, si, vous le dites, vous l'expliquez, mais pourquoi caméra? Pourquoi vous associez donc Gréco à la notion de caméra? Et est-ce qu'on peut aller encore plus loin et parler de montage aussi? Oui, bien sûr. D'ailleurs, mon livre est monté. Hein. C'est ce que je vous disais. C'est un livre de monteur, oui. Quand je bossais, quand je faisais des films, c'était ce que je préférais, c'était le montage. Il m'en est resté quelque chose. De se retrouver en plus, c'était du montage à l'époque très artisanal. Hein. On avait de la pellicule dans des chutiers. C'était de l'argentique, hein, en tournant l'argentique, avec la péloche où soit on avait des bobines horizontales, avec la pellicule qui court comme ça en serpent sur la table. C'est magnifique. Et ensuite, le chutier où la pellicule tombe comme une chevelure de femme. Vous allez encore retrouver mon image impertinente.
obsessionnait. Donc oui. Alors j'ai perdu le montage. Oui, le montage. Oui, c'est un film. Mon livre est un film d'ailleurs. C'est un film monté où je monte donc, comme je vous disais au début, les images de peinture avec des images de cinéma et c'est une espèce de maïeutique. Et le livre avance comme ça j'ai ma colleuse, je colle mes petits compagnons de route et puis moi j'avance au milieu et ça fait une troisième voie qui est ce caméra Greco, voilà. En tout cas, c'était un plaisir de lire et un plaisir de discuter aussi avec vous autour de tout cela. Et vraiment, j'invite celles et ceux qui ont vu cette vidéo à vous procurer le livre parce que c'est passionnant, vraiment intéressant. C'est intriguant parfois, mais il faut y aller. Il faut pas se retourner, c'est important. C'est comme les documentaires, c'est comme ça. C'est ça. Merci pour votre invitation. Je vous en prie. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle.